Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un sujet sensible qui va provoquer sûrement, certainement, différentes interactions. Pendant un certain temps, l'idée de cibler la sécurité nationale algérienne a été soulevée dans l'arène politique et médiatique algérienne en accusant ce que la classe politique algérienne appelle le triangle du mal, la trinité maléfique représentée par l'ancien occupant, la France et Israël, l'ennemi éternel, et le Maroc, le fraternel voyou. Les mécanismes de ciblage diffèrent des tentatives de provoquer des conflits ethniques en utilisant la minorité kabyle et en la représentant par un artiste folklorique. Toutes les portes lui ont été ouvertes, même les portes du soutien israélien, et des penseurs ou des semi-penseurs, comme les qualifie l'intellectuel algérien Ahmed Ben Saada, dont l'utilisation est de frapper l'identité islamique arabe algérienne. Et n'oublions pas le dossier du Sahara occidental. Mais dans tout cela, comme l'a souligné l'un des auditrices, pouvons-nous négliger aussi la responsabilité du régime pour la situation algérienne actuelle à travers l'absence d'une politique stratégique, une politique sage et juste, et les indications les plus importantes de l'échec de l'autorité à gérer les affaires depuis des milliers de jeunes, dont la plupart sans éducation, puis l'enfer de la pauvreté pour tomber dans le piège de la criminalité en Europe. J'ai également été attiré à mon attention par un commentaire d'un autre auditeur qui a souligné que la situation actuelle n'est pas supportée que par la classe dirigeante algérienne. C'est celui qui a prouvé son incapacité à l'époque de Corona, même à sécuriser le transfert de ses citoyens. Il n'a pas pris de leçons comme cela s'est produit lors de l'horrible assassinat qui a ciblé le jeune Ben Ismail, qui a été un choc international, qui a confirmé que la société algérienne a été témoin d'une grande fracture sociale. Pour mieux développer notre problématique aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir mes chers amis François Martin, analyste politique et essayiste, et notre ami aussi Omar Benderra, représentant de l'Algérie Watch, essayiste, économiste, ancien haut fonctionnaire algérien. Merci infiniment François Martin, merci infiniment Omar Benderra d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tes auditeurs qui ont la patience de nous écouter. Voilà, merci exactement. Permettez-moi de commencer avec François Martin. Aujourd'hui, François Martin, qui menace l'Algérie et quels sont ses objectifs? Je dirais, moi je réponds immédiatement à cette question. Ce qui menace l'Algérie, c'est elle-même. Ça me paraît évident. Je veux dire, je disais juste avant d'entrer que j'avais beaucoup apprécié les articles de M. Bendera. Il y en a un qui rappelle une phrase dans un article un peu ancien qui parlait de ce pays comme l'alliance des coffres-forts et des baïonnettes. Je pense que cette phrase résume ce que j'ai pu voir moi-même dans les années 80, lorsque je travaillais avec ce pays, 88-92, dans des produits alimentaires. C'est pas moi qui m'occupais directement de l'Algérie, mais je voyais comment ça fonctionnait, c'est-à-dire et c'est de notoriété publique d'ailleurs, c'est-à-dire une clique en fait d'oligarques qui conservent le pouvoir, qui a conservé le pouvoir et qui se le partage et qui se le transmet de génération en génération, aussi bien des gens de l'armée que des gens des services de renseignement ou de la police politique, et puis des oligarques privés qui servent à faire du commerce et à alimenter. Et ça fonctionne de deux façons différentes. L'une façon, c'est la rente pétrolière, dont on ne sait pas exactement comment elle est
comment elle est distribuée ensuite à l'intérieur du pays, puisque on voit dans les photos les plus récentes que le pays est dans un délabrement grave des transports, des hôpitaux, etc., etc. D'autres pays à rente pétrolière comme l'Arabie Saoudite, par exemple, au moins où je suis allé plein de fois, sont au moins excessivement modernes. Donc, qu'ont fait les gens qui en étaient responsables de la rente pétrolière? Mais M. Bendera en dira plus que moi, puisqu'il a été président, je crois, d'une banque, de la banque publique algérienne. Donc, en fait, il sait comment fonctionne le système de l'intérieur. Et l'autre, je dirais, c'est la prédation. Alors, la prédation sur les revenus d'une pétrole, c'est le premier. Et l'autre, c'est en fait ce que j'ai vu, moi, dans d'autres pays d'Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, ce que j'appelle une économie de pénurie, où en fait, on organise la pénurie en produisant pas à l'intérieur et en important l'ensemble des produits de première nécessité que l'on revend ensuite sur le marché à des prix très élevés, certains à bas prix pour acheter la paix sociale, ça c'est de notoriété publique, et d'autres très chers, confèrent ce que j'ai pu voir par exemple à Cuba, où ça m'a évidemment fait penser, où les gens sont d'une pauvreté absolue, mais les dirigeants sont d'une richesse absolue. Et un pays enfermé dans un discours anti-étranger qui se cherche des ennemis et qui ne vit que dans la confrontation. Et c'est ça qui est le plus caractéristique. Quand on parle du Maroc, quand l'Algérie parle du Maroc, on est dans la confrontation. Quand on parle de la France, on est dans la confrontation. Quand on est dans Israël, on parle de la confrontation. Quand on parle de tout le monde, on est dans la confrontation. Donc, ça veut dire qu'on ne cherche pas des accords. On cherche à essayer de ressusciter un passé qui, en fait, n'a pas d'intérêt. Mais par contre, personne ne veut regarder l'avenir. Et c'est ça qui, et pour moi, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire la dernière fois lorsqu'on avait fait cette émission, ce pays va vers l'abîme parce que on sait que la rente pétrolière n'aura qu'un temps, puisque beaucoup de pays, énormément de pays aujourd'hui sont en train de installer comment ça s'appelle, on s'installe dans l'atome. Et aujourd'hui, on sait que c'est l'atome qui remplacera le pétrole, c'est évident. Donc aujourd'hui, on continue, et le gaz, on continue tant que c'est bon marché, mais dans 20 ans, quand le gaz vaudra rien et que tout le monde sera organisé avec un système comment ça s'appelle, énergétique basé sur l'atome, l'Algérie aura raté cette période bénie qui est la sienne et qu'elle a aujourd'hui. Ça, c'est ce que Ben Salman a compris avec son plan 2030, où il pousse les feux pour que les exportations non pétrolières passent de 10% à 50%. Et j'ai pas l'impression, malgré ce que disent certains internautes, que pour l'instant, le régime ait véritablement pris la mesure du danger qui le menace et une volonté d'aller dans ce sens-là, auquel cas il enterrerait les haches de guerre qui ressort en permanence, il essaierait de passer des accords. Mais quand tu as un ministre des Affaires étrangères que j'ai encore vu en disant mais j'exige que vous achetiez mes produits comme ça, ben, tu fais pas du commerce en disant à tes contreparties j'exige que vous achetiez mes produits, si vous ne l'achetez pas, c'est que vous êtes ou un colonialiste ou un salaud, etc., etc. C'est pas comme ça qu'on fait quand on veut l'avenir, on cherche des opportunités et on les met en œuvre et on est optimiste, on est positif, on cherche la paix, on cherche des compromis. C'est pas ce que je vois. Hein. C'est pas ce que je vois malheureusement. Mais Monsieur Bendera va peut-être ou me corriger ou enfin rajouter d'autres éléments à ça. Mais globalement, c'est comme ça que je vois les choses. C'était comme ça en 90, mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Tout ce que j'ai lu dans ce sens-là. Oui. Malheureusement, pour le grand peuple algérien, encore une fois, comme je l'ai dit, il mérite autre chose que cette pauvre direction politique, je dirais. Voilà.
Oui, j'aimerais mentionner quelque chose pour ne pas m'accuser d'être contre ou pro-régime, etc. J'ai essayé d'inviter des autres personnalités représentatives, des autres tendances politiques proches du gouvernement. Malheureusement, on n'a pas pu. Peut-être on va organiser quelque chose avec notre camarade, notre ami Ahmed Ben Saada et Jamel Abina, en respectant la diversité et de l'opinion. C'est à vous. Alors, attends, je rajoute juste une petite incise avant que tu donnes la parole à monsieur Bendera. C'est que, en fait, moi, je n'ai aucune animosité ni vis-à-vis des Algériens, ni vis-à-vis de l'Algérie, ni vis-à-vis du gouvernement. Moi, mon rôle, c'est d'être un géopoliticien, d'essayer de voir les forces et les faiblesses, que je parle de la Russie, que je parle de l'Ukraine, que je parle de la Chine. C'est ça mon travail. Donc, je dois, je dirais, à mes interlocuteurs, quels qu'ils soient, la sincérité et la vérité. C'est ça que je leur dois. Mais j'ai passé 40 ans à faire du commerce et à voyager dans plus de 100 pays. Si je n'aimais pas les pays et les gens que j'ai rencontrés, j'aurais pas fait ce métier. Donc, c'est dans un esprit positif que je dis ça, mais quand on a un esprit positif, ça ne veut pas dire qu'on va cacher les choses qu'on voit qui paraissent pas bien. Voilà, c'est dans l'intérêt des peuples et des gens que je dis ça. Voilà. Monsieur Ammar Benterra, on évoque dernièrement, comme j'ai bien mentionné ça à l'introduction, des menaces menées contre l'Algérie, dont l'objectif principal, la déstabilisation du régime, la déstabilisation de régime, menées ces menaces surtout par le régime du Maroc. Avec mon respect pour la population marocaine, comme la population, ce sont mes frères, mes sœurs algériennes, mais le Maroc s'est permis d'être instrumentalisé pour la France, pour Israël, etc. L'objectif, c'est de déstabiliser l'Algérie. Quelles sont ces menaces contre l'Algérie? Quels sont les objectifs et les acteurs de ces menaces? C'est effectivement, nous sommes dans une situation géostratégique et géopolitique complexe qui se caractérise par le déclin rapide de l'Occident. L'hégémonie occidentale sur le reste du monde est en recul. Et des menaces concurrentes apparaissent, comme la Chine et l'Empire russe qui se reconstitue. Donc, il y a incontestablement, de la part des Occidentaux, la sensation que leur prééminence, leur prévalence est contestée. Et donc, pour faire face à ce recul d'influence, à ce déclin d'influence, extrêmement peu perceptible, notamment pour la France en Afrique, il ne s'agit même pas d'être un grand clerc, il suffit de lire les journaux pour s'en rendre compte, il y a la tentation de reprendre de manière agressive le contrôle de ces pays et de ces régions, notamment ceux qui font partie du précaré néocolonial habituel. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce qui s'est passé en Irak en 2003, ce qui s'est passé aujourd'hui, hier en Syrie, et ce qui s'est passé en 2011 en Libye, devrait donner à réfléchir à tous ceux qui seraient tentés par idéaliser une situation où les anciennes puissances coloniales feraient preuve de compassion et de générosité à l'endroit de leurs anciennes possessions. Donc il y a une vraie crise globale, mondiale, qui oppose les Américains et leurs vassaux occidentaux européens à la montée de la Chine et de la Russie. Et là-dedans, nous sommes, au milieu de ces tensions. Et il est évident que pour les Occidentaux, qui ont réussi à mettre au pas la Syrie, l'Irak, qui ont sous leurs bottes et leurs férules l'Égypte, qui est réduite à un pays de troisième zone, hein, malgré sa population et son histoire, malgré ses capacités. Il n'y a dans le monde arabe plus un seul pays
qui ose faire appel au principe du droit international. Le seul qui reste, c'est l'Algérie. Donc l'Algérie recherche la confrontation. D'après M. Martin, je ne vois pas en quoi elle la recherche. Le régime algérien, on peut le critiquer, effectivement. Il est l'auteur de nombreuses erreurs stratégiques, de nombreuses fautes, mais il est aussi, paradoxalement, l'héritier d'un combat politique né le 1er novembre 1954 avec la révolution algérienne. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est considéré avec légèreté par les Occidentaux, est un principe fondateur des relations internationales. Et c'est un principe qui est à l'origine, qui est dans l'ADN du peuple et de la nation algérienne. Si nous sommes aujourd'hui des hommes dignes, capables de nous exprimer sur la scène internationale avec respect, c'est que ce principe, nous nous sommes battus pour et nous l'avons appliqué à nous-mêmes. On ne peut pas, sous prétexte d'un réalisme de boutiquier, d'un réalisme d'épicier, faire l'impasse sur ce qui a constitué notre histoire. Donc, tant pour le peuple palestinien que pour le peuple sahraoui, l'Algérie, et ce régime le continue, et c'est très bien, l'Algérie maintient une position de principe, contrairement aux pays occidentaux qui piétinent le droit international quand bon leur semble, en inventant des prétextes et en inventant des subterfuges. Vous avez parlé, M. Abdel-Jalil, tout à l'heure de ces tentatives de sédition régionaliste qu'on essaye d'allumer en Algérie. Eh bien, c'est toujours le même schéma. Comment s'est passée la déstabilisation libyenne? Comment s'est passée la déstabilisation de l'Irak? Toujours de la même manière, en attisant les conflictualités ethno-culturelles et en essayant d'en faire un levier de déstabilisation permettant l'immixtion étrangère. Donc, nous sommes aujourd'hui, effectivement, l'Algérie peut se considérer comme menacée. Quand vous avez un pays expansionniste, colonialiste, et je comprends que l'État français, dans sa forme actuelle, se sente solidaire de ce pays, installe des bases à proximité des frontières algériennes et espagnoles sur le territoire du Maroc, il y a de quoi se poser des questions, à moins de tomber dans une sorte d'angélisme naïf et faire comme si de rien n'était. Effectivement, il y a des dangers. Et accuser le régime de bellicisme me paraît complètement hors de propos. Alors, ce régime, encore une fois, nous sommes dans l'opposition depuis très longtemps, hein, nous sommes dans l'exil depuis des décennies. Ce régime, nous le contestons, mais nous ne souhaitons pas sa désintégration, ni son effondrement, ni son écroulement. Parce que nous avons vu en Libye, en Syrie, en Irak, ce que signifie l'effondrement de ces régimes. C'est l'intervention étrangère, c'est la recolonisation. Or, nous avons payé un prix énorme et nous continuons de payer un prix énorme à la colonisation. La destruction de l'Algérie, parce que vous l'avez comparé au Maroc et à la Tunisie, la destruction de la société algérienne par le fait colonial n'a rien à voir avec ce qu'a subi le Maroc et n'a rien à voir avec ce qu'a subi la Tunisie. La société algérienne a été désintégrée par le colonialisme. Elle a été l'objet d'un génocide que nous payons encore. En 1962, cher monsieur, 90% des Algériens étaient analphabètes, et analphabètes depuis 130 ans. Donc, vous avez affaire à une population privée d'élite, massacrée par la guerre anticoloniale, une population qui reconstruit un État tant bien que mal, vaille que vaille, et ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons à voir réellement les prémices de ce qui pourrait être un avenir algérien sur d'autres bases que l'héritage néocolonial. Alors, le régime, il est coupable, comptable de toutes les turpitudes que nous lui connaissons. Mais n'oubliez pas que quand le coup d'État militaire durant janvier s'est déroulé, il s'est déroulé avec l'appui des autorités françaises. Quand ce coup terrible porté à la démocratie, à l'état de droit, a été perpétré
par des généraux qui, aujourd'hui, tant mieux pour la plupart, sont décédés, ont disparu de la scène politique. Eh bien, quand ces gens ont fait un coup d'État, ils ont été soutenus et portés à bout de bras par l'État français. Donc, il ne faut peut-être pas simplifier et schématiser outre mesure une relation beaucoup plus complexe qu'elle ne peut apparaître. Il ne s'agit pas d'opposer le peuple algérien au peuple français, ça n'a jamais été le cas du côté des Algériens. Il s'agit plutôt d'analyser de manière claire, concise, mais fondée sur le principe de réalité, quels sont les acteurs, quels sont les enjeux. On parle beaucoup, par exemple, de corruption du régime. Ce régime a, semble-t-il, fait des efforts pour s'apurer au minimum. Mais cette corruption, monsieur Martin, elle est faite en collaboration avec qui? Qui est l'associé de ces flux de corruption? Où est cet argent? Qui habite avenue Foch et dans les quartiers de Neuilly? Vous le savez très bien. Donc, il ne s'agit pas de présenter le régime algérien comme une sorte d'entité hors sol. Ce régime a une histoire. Et si aujourd'hui ces relations avec le régime français sont dégradées, je ne sais pas quel contrat n'a pas été respecté, quel engagement n'a pas été tenu, quelle manifestation de solidarité non apparente n'a pas été observée. On peut lire de ce point de vue-là les nombreuses contributions de nombreux journalistes français sur les relations je dirais, incestueuses entre les deux rives de la Méditerranée du point de vue de leur régime. Donc, essayons d'avoir une approche plus calme et plus raisonnée, plus fondée sur l'observation concrète des faits. S'agissant maintenant des critiques sur l'économie, la société et sur le résultat du régime algérien, ben oui, le régime est responsable effectivement d'une déshérence économique, d'une déshérence de gestionnaire, mais je dois dire qu'en Algérie, il y a aujourd'hui 2 millions d'étudiants dans le supérieur, sur une population de 45 millions. Il y a un accès aux soins mauvais, pas bon, insuffisant, je vous le concède, mais il y a un accès généralisé de tous aux soins. Il y a un minimum d'état social en Algérie. Donc, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain en faisant une sorte de procès expéditif. Je pense que du point de vue de la protection sociale, l'Algérie est bien plus avancée que ses voisins. Je le regrette, j'aurais préféré qu'il soit mieux installé dans cette dynamique de développement humain, mais bien c'est le cas aujourd'hui. Donc on ne peut pas réduire de manière aussi schématique et aussi mécanique le régime algérien à un simple système de prédation. C'est un régime qui s'est fondé depuis extrêmement longtemps dans les conditions atroces de la fin de la guerre de libération nationale, atroce, où il y a toute l'élite intellectuelle algérienne a été démolie, a été détruite physiquement. Donc, qui se construit depuis la fin des années 50, qui a pris le pouvoir le 19 juin 65 et qui ne l'a plus lâché depuis. Aujourd'hui, ce que nous attendons, nous, du régime, c'est pas qu'il s'effondre. Nous ne souhaitons pas l'effondrement du régime. Il faut être fou pour souhaiter l'effondrement du régime. Il faut être aveugle pour espérer une intervention étrangère. Le peuple algérien a suffisamment souffert, a suffisamment enduré de deuil et de tragédie pour ne pas se payer une situation à la syrienne ou une situation à la libyenne ou une situation à l'irakienne. Donc, si vous voulez, si le régime s'ouvre un tant soit peu à la société, s'il comprend qu'effectivement, il représente lui-même une menace contre la stabilité du pays, eh bien, je pense que s'il lève un peu les lois d'exception, s'ils autorisent le libre débat, eh bien, je pense que ce sera un pas vers la résolution de nombreux problèmes. Voilà. Je peux répondre? Oui, bien sûr, oui. Ouais, oui. Voilà. Alors, moi, je vais faire deux remarques, Monsieur Bendera. Comme je l'ai dit, moi, je n'ai aucune animosité par rapport ni à l'Algérie, ni aux Algériens, ni même au régime. Les critiques que j'ai faites par rapport au fonctionnement du régime, je les ai pris chez vous.
c'est dans votre article qu'il est écrit l'alliance des coffres-forts et des baïonnettes. C'est pas moi qui l'ai écrit. Cet article qui date de quand, monsieur? Attendez, je voudrais terminer. La critique de la non-réussite du mouvement de l'Irak, c'est vous l'avez écrit. Enfin, je le pensais aussi parce que je l'ai vu, mais ce type de fonctionnement avec des oligarques, vous le validez à 100%. Donc, je ne pense pas qu'on ait véritablement une divergence sur ce plan. La deuxième chose que je veux dire, c'est que moi, je n'ai jamais dit que je voulais souhaiter l'effondrement du régime algérien. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les Algériens, à mon avis, méritent mieux que ce qu'ils ont. Et le troisième chose que je voulais dire, c'est que je pense que vous exagérez. Et d'ailleurs, c'est un petit peu nos lectures de la question moyen-orientale sont très proches. Et moi, j'ai écrit un livre où j'ai parlé d'un processus de décolonisation du Sud contre le Nord. Donc, je suis absolument pas pour une poursuite de la colonisation du Nord, mais je trouve que vous globalisez trop quand vous dites un processus de décolonisation. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui dans un processus de décolonisation, mais pas par rapport aux puissances occidentales en général. Il n'y a pas de volonté de déstabiliser l'Algérie de la part du pouvoir français. Je dirais que le pouvoir français, il est misérable aujourd'hui d'incompétence. Mais ce que je vois par contre, c'est une puissance américaine qui a mis l'Europe sous sa coupe et avec des dirigeants qui sont chez nous inféodés complètement au système américain. Et c'est à ça que j'attribue les choses. Et les peuples de France et les oppositions ne sont pas d'accord avec ce système-là. Donc, moi, je pense qu'il y a une tentative américaine, mais si on discute un peu plus, je pense qu'on en arrive au bout aujourd'hui. Je constate un réveil des peuples contre le système que j'appelle le double système mondialiste et atlantiste aujourd'hui, qui est celui qui nous colonise. Et je ne pense pas que l'Algérie soit menacée dans un système comme celui-là. Je ne le pense pas. Je pense qu'on va au contraire vers un changement. Je pense personnellement qu'on va vers une désagrégation du système européen. Je pense qu'on va vers une désagrégation d'un certain système américain. C'est à ça que me conduisent mes réflexions. Donc, je pense que vous exagérez l'importance de l'Occident. Et la dernière chose que je dirais, c'est que moi, j'ai voyagé encore une fois pendant 40 ans sur une centaine de pays. Dans 99% des cas, je suis allé en Afrique partout, je suis allé en Asie, je suis allé en Chine, je suis pas allé au Vietnam, mais partout, je vois des gens qui, au lieu de me parler du passé, me parlent de l'avenir, de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent construire, de ce qu'ils veulent travailler, des opportunités dont ils disposent. Je ne vois pas de pays, sauf peut-être l'Algérie, je dois le dire, qui sont sans arrêt en train de dire le passé, c'est la faute du passé. Je pense que le fait de prendre les choses comme ça ne rend pas service ni au peuple ni au gouvernement pour qu'ils se réforment. Parce que quand on dit aux gens c'est de la faute des autres si ça ne marche pas, regardez le Vietnam. Le Vietnam est un pays qui s'est énormément développé. Pourtant, le Vietnam aurait pu avoir un discours très revendicatif par rapport au passé. Il n'en a pas. Regardez la Chine, c'est pas le cas. Regardez d'autres pays, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut solder. On peut pas à la fois reparler du passé et parler de l'avenir, c'est pas possible. Je vous donne un exemple historique. Quand César a pris le contrôle de la Gaule, il a massacré entre le tiers et la moitié de la population française. Ben aujourd'hui, les Français n'en veulent pas aux Italiens et aux Romains de leur avoir fait ça. Ils ont construit, ils ont choisi les opportunités, ils ont reconstruit et puis ils ont avancé. Je vous donne un autre exemple. J'étais souvent en Angola. Il y a beaucoup de sociétés, encore aujourd'hui portugaises. Il y a beaucoup de Portugais en Angola. Et les Portugais sont très actifs en Angola. Pourtant, si vous connaissez l'histoire de l'esclavage,
de toute la période de l'esclavage occidental, la moitié est partie d'Angola vers le Brésil. La moitié. Donc la prédation, la prédation portugaise sur l'Angola a été très forte. Mais aujourd'hui, les Angolais disent pas ah oui, c'est portugais, etc. Ils disent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, où est-ce qu'on va développer notre pays. J'ai très bien compris votre argumentaire. Et ça qu'on fait, voilà. Il faut parler. J'ai très bien compris votre argumentaire. Mais vous savez, nous n'avons pas la même sensibilité politique, nous n'avons pas les mêmes orientations, mais je vous invite vraiment de tout cœur à éliminer les aspects affectifs ou les aspects psychologiques de vos analyses, parce que je trouve les aspects affectifs n'ont strictement aucun intérêt dans l'examen, dans l'analyse des rapports internationaux. Alors, quand je parle du passé, c'est pour parler de l'avenir aussi. Nous, on ne conçoit pas l'avenir sans référence au passé, sans référence au présent. Donc, quand je parle du soutien de l'État français au coup d'État militaire de 1992, de quel passé je suis en train de parler? Je parle d'un passé dont les conséquences se vérifient aujourd'hui quotidiennement dans la vie des Algériens. Donc, il faut peut-être ne pas nous laisser emporter par des envolées de censeurs et laisser les examens de l'histoire apporter leur éclairage sur l'actualité. Ce qui se passe aujourd'hui est le résultat d'un processus historique long et compliqué. Si on fait l'économie du contexte et de l'analyse, c'est la voie vers l'échec et l'incompréhension. Comparer maintenant le Vietnam à l'Algérie, à mon avis, ça ne fait pas grand-chose. C'est comme si vous compariez l'autocritique et la réflexion américaine sur la guerre du Vietnam avec le néant français sur ce qui s'est passé en Algérie. Donc, il y a des approches différentes, des situations différentes qui appellent aussi des postures et des analyses différentes. On ne peut pas comparer l'Algérie à l'Angola, ni comparer l'Algérie même au Maroc ou à la Tunisie. Ce sont des réalités qui n'ont pas beaucoup en commun, si ce n'est peut-être dans le cas des pays voisins, la langue, la culture et une partie de l'histoire. Donc, si vous voulez, il y a incontestablement une responsabilité du régime. On l'a écrit. Ce régime a évolué. Il n'est pas celui que j'ai décrit il y a 20 ans, quand c'était Bouteflika qui en assurait la direction. Crois que votre dernier article date de 2000, il y a 3 ou 4 ans, donc il est récent. Il y en a fait beaucoup des articles et il y en a qui sont plus récents que ça. Alors effectivement, le régime est coupable, le régime est comptable, mais encore une fois, on ne peut pas le réduire uniquement à cela. L'Algérie a quand même, ce régime-là, a mis 20 de ses généraux en prison, 2 de ses premiers ministres. Il y a une volonté de sortir d'un système qui a montré toute sa faillite et toutes ses limites. On le voit bien, hein, on le constate. Les échecs diplomatiques et politiques de l'Algérie sur la scène internationale ont certainement contribué à réveiller un peu des dirigeants qui s'étaient un peu endormis dans le soutien, grâce au soutien occidental. Hein, le coup d'État militaire et la sale guerre en Algérie ont été couverts complètement par les Occidentaux. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il ne faut pas aujourd'hui se détourner de ce régime et l'accuser de tous les maux, alors qu'on l'a porté au nu et au pinacle pendant 30 ans. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Mais qui a porté le régime au pinacle, M. Bendera? Mais monsieur l'État français, la presse française. C'est pour cela, François Martin et Omar Bouder, j'aimerais bien, parce que vous me facilitez la tâche, j'aimerais avoir votre point de vue concernant l'affrontation. La France a choisi d'affronter le régime algérien à travers la provocation. Non, je pense pas du tout. Juste à travers la provocation des questions du Sahara occidental, il a choisi de flirter avec le régime marocain, de critiquer la gouvernance algérienne concernant l'immigration, surtout de critiquer même les alliances des Algériens avec les Russes, les Iraniens,
il y a des manœuvres diplomatiques françaises menées contre l'Algérie. On évoque aussi l'influence de lobby sioniste sur la décision d'agissement diplomatique français. Qu'est-ce que vous disiez, Omar Boundara puis François Martin? Écoutez, il y a des intérêts divergents, c'est clair. Il y a des intérêts divergents. Moi, ce que je note, c'est que pendant très longtemps, les élites politiques françaises étaient très très bien avec le régime algérien qui aujourd'hui mis sur la sellette. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas que l'évolution de ces élites françaises vis-à-vis d'un régime qu'elles ont toujours soutenu. Qu'elle soit de droite ou de gauche, on a bien vu que ce régime-là n'a pas subi la critique qui aurait dû être la sienne dans des moments particulièrement sensibles, récents de l'histoire de ce pays. Donc oui, il y a une focalisation qui ne dit pas son nom sur l'Algérie. On voit bien, il suffit de lire la presse française, de lire les médias. Ces médias qui appartiennent à des oligarques français. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas le monopole des oligarques. La France est dirigée par des oligarques. Les médias français sont complètement contrôlés par 8 ou 9 oligarques et ceux du secteur public sont absolument perméables et interchangeables avec ceux du secteur privé. Donc il y a une doxa dominante qui est véhiculée par ces médias, qui contribue à former une opinion publique, qui contribue à former des images négatives ou positives en fonction des intérêts de l'heure. Je ne sais pas pourquoi il y a. Mais est-ce qu'on peut connaître l'existence, je m'excuse, l'existence de cette haine historique, haine organique contre l'Algérie et les Algériens, et dans les médias dominants, etc. On voit l'éducation de ces histoires, Kamel Daoud, Sansal, ces questions Kabyle, on voit le traitement magistral de cet artiste folklorique qui représente ce que tu dis, Abdeljalil, est juste. La population kabyle qui a participé à l'indépendance de l'Algérie, etc. Mais on voit, par exemple, ce monsieur, etc., il se prête comme un représentant diplomatique, il réclame même des relations avec Israël, et il réclame des actions militaires, même contre l'Algérie. C'est ce que je disais à propos d'agitation médiatique et de monopolisation et de formation. Alors, il y a aujourd'hui, incontestablement, ce qui est très gênant dans cette affaire d'orientation idéologique, de doxa anti-algérienne, c'est que ce n'est pas une doxa contre le régime. C'est une attaque contre l'Algérie elle-même, contre son histoire. Monsieur Martin, vous le noterez, contre ses luttes et contre son intégrité territoriale. On raconte à qui veut nous entendre que l'Algérie n'a pas de passé, que l'Algérie a été inventée par la France, que le régime turc ottoman a été plus dévastateur que la France. C'est des âneries à flux tendu exprimées par les plus hautes autorités de ce pays. C'est même pas dit par un minable journaliste, c'est dit par un chef d'État que la Turquie, le régime ottoman a été pire que la colonisation française, ce qui est une contre-vérité absolument phénoménale. Il n'a qu'à lire Hosni Kitouni ou Alain Ruscio pour se rendre compte que la réalité est bien plus dramatique que cela. Donc il y a une attaque contre l'Algérie elle-même en tant que nation, en tant que pays. C'est pas seulement le régime qui est critiqué. D'ailleurs, on entend peu de critiques sur le régime. On vient nous dire que l'Algérie a été inventée par la France. La Numidie était une province romaine divisée en 3 secteurs, la province d'Afrique qui est la Tunisie actuelle, la Mauritanie tingitane qui est absolument le Maroc d'aujourd'hui, et la Mauritanie césarienne du nom de Cherchel, la ville de ce qui s'appelait Césarée à l'époque romaine, qui était le centre du Maghreb. Les cartes historiques qui datent de 1644, de 1630, montrent bien où se trouvaient les frontières algériennes. Donc tout ça, il y a une tentative délibérée de remettre en cause l'historicité de l'Algérie et remettant en cause l'historicité de l'Algérie, on remet en cause sa légitimité politique actuelle. C'est ça qui est l'Algérie
finalement, c'est un ramassis, un conglomérat de tribus et qui n'ont dû se fédérer que grâce à la France. C'est une contre-vérité totalement fantasmagorique. C'est une méconnaissance, un niveau d'ignorance qui est presque pathétique. Venant de la part d'hommes politiques et de dirigeants, c'est lamentable d'en arriver là. Donc, effectivement, il y a une attaque contre l'Algérie. On ne comprend pas ces raisons, ce qui l'a déclenché. Est-ce que des promesses n'ont pas été tenues? Est-ce qu'un contrat n'a pas été honoré? Je ne sais pas. En tous les cas, sur la base des relations historiques entre les régimes des deux pays, on peut se poser des questions sur la finalité de cette mise en cause. Alors, me dire que les pays européens n'ont pas de passé néocolonial agressif, écoutez, il suffit d'aller en 2011 en Libye pour voir les acteurs qui ont provoqué la destruction de ce pays. Les Américains ont joué un rôle d'appoint, décisif, puisque même pour la pauvre, malheureuse armée libyenne, il a fallu l'intervention de la 6e flotte américaine. Mais les bombardements ont été effectués par des armées européennes, anglaises et françaises. Les actions sur le terrain ont été effectuées par des troupes spéciales françaises et anglaises. Donc, il ne faut pas nous présenter un monde idéal où ces Européens auraient du jour au lendemain perdu leur tradition et leurs réflexes néocoloniaux d'immixtion et d'intervention dans les affaires de pays moins avancés, moins organisés, qui sont leurs voisins du Sud. Voilà. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il s'agit de mettre au pas toute la région de l'Atlantique jusqu'au Golfe pour que le monde arabo-musulman finisse par accepter l'entité sioniste comme étant la plateforme centrale de son développement ultérieur, comme étant son maître à penser. Est-ce qu'il s'agit de revenir à des formes plus subtiles de néocolonisation? C'est possible, mais on ne s'explique pas réellement le mécanisme déclencheur de cette crise. Effectivement, oui, en utilisant des régimes liges comme le régime du Maroc, le Marzen, comme celui des Émirats arabes unis ou comme la dictature saoudienne, abominable dictature qui est peinte sous des décors idylliques, sous une forme absolument mensongère. C'est un pays où on décapite des femmes, alors que c'est l'Iran qui prend la critique principale, méritée, je le dis au passage, une critique méritée, mais l'Arabie saoudite qui en fait autant sinon pire est présentée comme un havre de liberté et de créativité. Personne ne dit ça, monsieur Bendera. Non. Permettez-moi, François Martin, on dit ça au niveau de la France officielle, il y a une normalisation. Il y a normalisation avec Mohammed Ben Salman, il y a normalisation avec l'émir de Dubaï, je ne conserve pas son nom, c'est une fierté pour moi, c'est à cause de la normalisation avec Israël, etc., son berceau de liberté, etc., mais on concentre, il y a une concentration française contre l'Algérie, il y a cette volonté toujours de valorisation de la culture harki, le négationniste, le collabo contre sa nation. On a vu ça et on voit ça souvent avec des pseudo-intellectuels, avec des pseudo-politiciens, politiciens et tout. La France investit dans la culture négationniste. Vous êtes algérien contre l'Algérie, on vous reçoit, on vous valorise, etc. On valorise le harkisme. Qu'est-ce que vous disiez, François Martin? Je ne partage pas cette lecture, pas du tout. Je rappelle que dans les années 60, au début des années 60, tous les régimes autour de la Méditerranée étaient tous des régimes, je dirais, laïco-socialistes, pratiquement. Que ce soit Nasser, que ce soit Assad, que ce soit en Irak avec... comment s'appelait-il, avec Saddam, Bourguiba, le cas que je connais très bien. S'il y a eu une déstabilisation pour faire mettre en place des régimes
régimes, des régimes islamistes, c'est essentiellement du fait, ce sont les Américains qui ont voulu ça et qui ont déstabilisé en commençant par l'Afghanistan. Ensuite, lorsque on a voulu pousser les frères musulmans, c'est les Américains qui l'ont fait. Moi, je ne vois pas là-dedans une grande politique de la France qui veut recoloniser l'Afrique. C'est du rêve, ça. Et par ailleurs, moi, je me promène pas mal et je connais beaucoup de géopoliticiens français. Je vais vous dire, à part l'émission qu'on fait et quand on me pose la question, personne ne parle de l'Algérie. Ça correspond pas, mais pas du tout à une obsession française. Par contre, je constate que quand Bouteflika venait à chaque fois, il faisait un discours et la colonisation et la colonisation et la colonisation. Il y en a. Je vais dire quelque chose pour le français et encore une fois, je vois ça du côté français. Il y en a un peu assez, si vous voulez. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse de ce que vous dites, c'est-à-dire c'est l'Algérie qui en veut à la France en permanence et qui accuse la France en permanence. Il n'y a jamais un discours algérien positif, depuis Bouteflika en tout cas. Alors, à un moment, on ne se comprend pas en fait. On ne se comprend pas. Alors que nous faisons, vous et moi, la même analyse géopolitique, je pense, de la pression américaine et des tentatives néocoloniales américaines, mais je pense qu'on est au bout de ce processus précisément. Et je pense que c'est ça dont on devrait parler. On devrait parler de l'avenir, parce que pour l'instant, on parle que du passé. Mais moi, je partage pas cette lecture-là. C'est vrai qu'il y a eu une tentative de déstabiliser la Libye, mais je pense qu'elle est essentiellement d'origine américaine. Et puis, il y a cet imbécile de Sarkozy qui s'est mis là-dedans. Mais je pense que c'était même pas pour une raison géopolitique. Je pense qu'il voulait faire taire le régime parce que BHL lui a dit il faut y aller, qu'il pensait que c'était bien pour son image. Mais il n'y a pas derrière ça, pour moi, une volonté et une stratégie géopolitique de recoloniser la Libye. Pas du tout. C'est pas mon avis. J'ai pas la même lecture que vous là-dessus. Pas du tout. En tout cas, pas sur la responsabilité de l'Europe, pas du tout. Alors, si vous parlez de l'avenir, effectivement, l'avenir, il y aura un avenir nécessairement entre la France et l'Algérie, entre l'Algérie, ses voisins, entre l'Europe et l'Afrique, mais cet avenir sera un avenir démocratique, un avenir d'état de droit, un avenir de respect mutuel, un avenir de transparence politique et économique. Vous avez été dans le commerce international, j'ai été pendant 40 ans dans le financement du commerce international et dans le financement de la balance des paiements. Je peux vous dire qu'un peu de transparence franco-algérienne sur ce dossier-là apporterait beaucoup d'éclairage sur la réalité des rapports entre les deux pays. Donc, et qui ont une charge bilatérale soigneusement dissimulée. Donc, il y a effectivement un avenir, mais cet avenir, c'est pas un avenir de confrontation ou de domination. C'est pas un avenir de spoliation des peuples. C'est pas en niant le peuple palestinien ou en niant le peuple sahraoui qu'on va construire des relations avec les populations arabo-musulmanes d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale. C'est en respectant leurs usages, en respectant leurs coutumes, en respectant leurs traditions, en respectant leur culture politique, comme ces pays-là doivent impérativement respecter, ces nations-là, la culture politique des Français, des Espagnols, des Allemands, etc. Donc il y a, sans ce minimum de sens commun, il ne peut pas y avoir de vivre ensemble harmonieux. C'est dans le développement, c'est dans les droits de l'homme, c'est dans la démocratie que s'installent les rapports les plus fructueux entre pays. Ce n'est certainement pas dans les rapports de force obliques, pervers, vicieux. Ce n'est pas dans l'expansion militaire et l'installation de bases à travers le monde qu'on constitue un faisceau de relations stabilisées, de prospérité et de bénéfices communs. Oui, effectivement, que les Français suivent aujourd'hui les Américains, c'est une réalité. Je dirais même
qu'ils suivent Merci. plus Israël que les Américains. Mais bon, c'était la fille aînée de l'Église, ça ne l'est plus. Donc aujourd'hui, il y a bien sûr une volonté pour les peuples de vivre ensemble. Je ne connais pas de haine algérienne à l'endroit du peuple français. Je me souviens de la guerre d'Algérie, moi je l'ai vécu, hein, même enfant. En 1962, à l'indépendance d'Algérie, les Français pouvaient se promener sans aucun risque ni aucun danger dans toutes les rues d'Alger. Il n'y avait pas de haine. Et quand Chirac a été venu en Algérie, il a été applaudi. Vous savez pourquoi il a été applaudi? Il a été applaudi parce qu'il a refusé que la France aille bombarder l'Irak. Voilà la raison de son applaudissement. Oui, mais alors pourquoi les Algériens disaient Chirac président, monsieur Bendera? Oui, mais les Algériens sont un peuple qui est un peuple plein d'humour, plein qui a une tradition de critique humoristique. Vous ne croyez pas qu'il y avait une critique par rapport à leurs propres dirigeants à l'époque quand ils disaient Bien ça? sûr que si. Et c'est clairement, c'est clairement une façon une moquerie adressée au régime et de Bouteflika de l'époque. C'était clairement ça. Mais n'allez pas croire que il y a une nostalgie du maître colonial. n'allez pas vite en besoin. Il y a seulement la volonté de se moquer gentiment de Bouteflika. Maintenant, si vous avez suivi les événements politiques algériens, vous savez qu'il y a eu ce grand mouvement populaire qui s'appelle le Hirak, qui était un mouvement d'une qualité politique exceptionnelle, hein, pacifique, respectueux, modéré, mixte non seulement en termes de genre, mais en termes de génération. Et là, vous avez pu constater, le monde entier a pu constater qu'il n'y avait de haine pour personne, qu'il n'y avait de détestation de personne, qu'il n'y avait pas une volonté de se focaliser sur la culpabilité française, loin de là. Nous savons, le problème de l'Algérie vis-à-vis de l'histoire de la colonisation, c'est pas nous qui le vivons. Nous, on sait parfaitement qui a fait quoi et qui a été qui. C'est un problème franco-français, fondamentalement. C'est pas un problème algérien. Et les Français le ressentent effectivement. Ah, si. Oh, vous vous trompez. Je pense que c'est un problème algéro-algérien, personnellement. Non, pas du tout. C'est il y a un refus de la reconnaissance. Il y a un refus de la reconnaissance d'une histoire criminelle. C'est ça qui est effectivement terrifiant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques français capables de parler de bienfaits de la colonisation. Je vous invite à lire le livre de M. Ruscio, historien confirmé que personne ne viendrait remettre en cause les compétences. La première guerre d'Algérie, celle qui s'est déroulée entre 1830 et 1852. C'est un lointain passé, mais c'est un passé fondateur. Les Algériens ne l'ont pas oublié. Vous avez subi 4 ans de présence germanique, de présence allemande, vous en parlez encore. Et nous avons subi 132 ans d'une colonisation inhumaine, suprématiste, raciste, d'apartheid, qui a profondément marqué votre société elle-même. Si aujourd'hui il y a une telle détestation des Arabes, de l'islam, des musulmans, s'il y a cette obsession de dévoiler les femmes, tout ça, d'où vient-elle? Elle vient d'un traumatisme colonial qui n'a pas été purgé. Je pense pas, monsieur. Oh, vous ne pensez pas, mais nous, en particulier ceux qui, comme moi, vivent en France, le mesurent tous les jours. Hein, dans un pays qui s'apprête, pourquoi pas en 2027, à élire un président ou une présidente fasciste. Dans un pays où le discours raciste s'est libéré de manière complètement ouverte depuis quelques années. Donc, vous ne le percevez pas. C'est tant mieux pour vous, j'allais dire. Mais monsieur Bendera, je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais ce discours qui est tenu par tellement de franco-algériens qui vivent en France, pourquoi est-ce qu'ils sont en France? Parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, monsieur. Là, la France, qui est tellement méchante, qui est tellement coloniale, qui n'a rien fait, qui n'a fait que massacrer, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en Algérie pour changer leur régime? Qu'est-ce qu'ils viennent faire en France? La France est un État de droit. Malgré tout, la France est un État de droit. La France est un État démocratique et ça, personne ne peut le lui enlever. Et pour nous, hein, qui sommes en exil ici, c'est un pis-aller. Nous ne sommes pas là pour la beauté de la Tour Eiffel.
Nous sommes là parce que nous ne pouvons pas vivre chez nous, parce que nous en avons été chassés, que nous sommes sous des aspects différents, comparables à tous ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, hommes et femmes qui prennent le bateau pour fuir une réalité éprouvante, pour fuir une dictature irrespirable. Eh ben donc nous sommes vos alliés pour ça. Quand nous critiquons ce régime, nous sommes vos alliés. Mais vous n'allez pas nous interdire de percevoir la réalité et de la décrire telle qu'elle est. C'est pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se mette à genoux et qu'on vous remercie? Mais je vous ai pas dit ça, Monsieur Bendera. Vous semblez dire. Si une grande partie des élites algériennes n'est plus en Algérie, il y a plus de 500 000 cadres qui ont quitté l'Algérie depuis le coup d'État militaire. Certains estiment même qu'il serait près d'1 million de cadres. En France, vous avez 15 à 20 000 médecins algériens qui font fonctionner les hôpitaux français. Et ces gens-là, vous croyez qu'ils sont partis de gaieté de cœur de leur pays? Et bien sûr que non. S'ils ont quitté leur pays, c'est qu'il y a des raisons objectives. Et s'ils viennent en France, c'est parce que c'est un pays de droit. Oui, mais à ce moment-là, M. Bendera, peut-être que le discours anticolonial, il faut un petit peu le mettre dans sa poche dans ces cas-là. Parce que sinon, ça fait contradictoire dans ces cas-là. Non, c'est pas du tout contradictoire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'au nom du fait que nous soyons en France, nous devons taire notre histoire, que nous devons faire abstraction de toutes les réalités? Non, bien sûr que non, c'est impossible. Vous n'auriez jamais demandé vous ne demanderez jamais à un citoyen israélien vivant en Allemagne d'oublier l'histoire de l'Allemagne. C'est la même chose. C'est ça que je trouve. Quand même. Votre comparaison est un peu exagérée, me semble-t-il. Elle n'est pas exagérée, monsieur. Regardez, si vous mesurez l'impact génocidaire, vous verrez qu'elle n'est pas exagérée du tout. Je vous invite à lire. Je vais vous dire, mon grand-père a vécu en Algérie pendant 20 ans. Mon père y a vécu pendant 20 ans. Il s'est occupé des barrages du sud algérien. Mon autre grand-père était à Annaba pendant la guerre pour faire de la défense passive contre l'Allemagne. Je ne me souviens pas et moi-même j'y suis allé quand j'étais jeune et j'y suis retourné après pour les affaires. Je ne me souviens pas qu'à cette époque on génocidait les jeunes Algériens par milliers. Vous faites une description que je trouve absolument catastrophiste du régime de la période de colonisation. Je ne partage pas votre analyse, pas du tout. Très bien. Est-ce que vous connaissez le 8 mai 1945? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en Algérie le 8 mai 1945? C'est pas si loin. Le 8 mai, c'est la date de la libération, de la victoire sur l'Allemagne nazie. Et oui. Savez-vous ce qui s'est passé le 8 mai 1945 en Algérie? Non. Voilà. Donc, il y a eu 45 000 morts. C'est vrai que c'est par rapport aux millions d'autres victimes de l'histoire, c'est pas grand-chose. Mais le dernier génocide de masse, avant ceux perpétrés pendant la guerre de libération, c'est le 8 mai 1945, où il y a eu en moins d'un mois, 45 000 morts dans la région de Sétif, Kerata également. Donc il y a une vraie tradition d'exactions extrêmement violentes, très généralisées. Il faut vraiment regarder l'histoire de ce pays et regarder l'histoire de cette population-là. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de régler des comptes. À la limite, c'est un peu l'impression que j'ai, vous voyez, je trouve ça dommage. Pas du tout, non, il faut bien savoir. Je ne sais pas si vous m'avez écouté et si vous m'avez lu, mais je passe mon temps partout, et Abdeljalil peut le dire, à défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est ce que je fais en permanence, et c'est ce que je fais par rapport au peuple palestinien en permanence, si vous voulez. Je suis vraiment dans cette pensée-là, et je suis contre le système de colonisation américain dont mon pays souffre. Et contrairement à ce que vous dites, mon pays n'est pas une démocratie. On n'a pas le droit de s'exprimer sur les plateaux. Les derniers candidats ont été invalidés pour pas qu'ils prennent le pouvoir. On est vraiment dans un système qui est semi-totalitaire. C'est une pseudo-démocratie que nous vivons. Donc, moi, je suis critique aussi contre mon propre gouvernement. Mais si vous voulez,
je crois qu'à un moment donné, il faut cesser de se taper dessus, comme on sait. Chaque fois qu'un Français parle à un Algérien, c'est pas le Français qui accuse. Nous, on n'a pas d'animosité spéciale, mais dès que je parle avec un Algérien, regardez les commentaires qu'il y a dans chaque fois qu'on prononce le mot Algérie, on a 1 millier de personnes qui vous insultent, qui vous traitent de salauds, qui vous traitent de ci, qui vous traitent de ça. Vous croyez pas que ça suffit un peu? Il faut qu'on puisse parler normalement, parler de l'avenir, parlons de ce qu'on peut développer ensemble. Il y a beaucoup de, cher Monsieur Martin, il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français, authentiquement français, qui pensent et qui parlent exactement comme moi. J'ai de nombreux amis qui partagent exactement mon analyse et ils sont beaucoup plus français que je ne le serai jamais. Le fait n'est pas, je ne crois pas qu'il faille diviser le monde en nationalités. Quand on sait, quand on connaît l'histoire, quand on connaît les enjeux, quand on connaît les populations, les différences s'estompent au profit d'une convergence, au profit d'une analyse commune. Il ne s'agit pas d'opposer les Algériens aux Français. La guerre d'Algérie n'a jamais opposé les peuples français le peuple algérien au peuple français. Elle a opposé le peuple algérien au colonialisme français. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et ça, c'est là où un effort est demandé à beaucoup d'amis qui pensent que nous raisonnons en termes d'opposition ou d'antagonisme contre la France. C'est l'impression qu'on a, malheureusement. C'est une impression complètement fausse. Nous, ce qui exacerbe, si vous voulez, le ressentiment contre le colonialisme, c'est sa permanence, c'est la prévalence. Et Monsieur Dendera, vous n'obtiendrez jamais la repentance de la France, jamais. Alors, après, on fait quoi après ça? Qu'est-ce qu'on fait sur un discours comme celui-là? Non, il ne s'agit pas d'obtenir la repentance. Avec les Français. La repentance n'est pas une exigence de qui que ce soit. J'ai jamais entendu un Algérien, d'ailleurs, prononcer ce mot. C'est un mot qui relève de la théologie chrétienne. Donc, ça ne concerne pas tellement les Algériens. Derrière. Non, personne n'a demandé la repentance, personne n'a rien demandé, personne. Nous sommes les camarades de ceux qui se sont battus pour la libération de la France, pour la libération d'Algérie, et qui étaient aussi français, qui étaient aussi chrétiens très souvent. Hein. Regardez les actions des jeunesses ouvrières catholiques, etc. Il y a eu de très nombreux Français qui ont pris fait et cause pour la lutte du peuple algérien. C'était pas en tant qu'Algériens ou en tant que Français, c'était en tant que militants pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice et les droits de l'homme. Si vous continuez à opposer les gens en nationalité, on n'en finira jamais. Le capitalisme a su fabriquer des nationalismes européens pour provoquer des guerres à perte de vue. Eh bien, il faut peut-être sortir de cet héritage maléfique pour aller vers une communauté de principes. La liberté, moi, le jour où la liberté en France sera menacée, le jour où quelqu'un voudra envahir la France, je défendrai la France, de tout naturellement. C'est une évidence flagrante. Si quelqu'un veut porter atteinte à la démocratie, aux droits de l'homme, etc., eh bien, que ce soit en France, en Algérie ou ailleurs, eh bien, je serai toujours dans le camp de ceux qui s'opposent aux tyrannies et aux violents et à l'arbitraire. Et ça, quelle que soit la religion, la nation, l'appartenance culturelle ou ethnique des uns ou des autres. C'est indépendant. C'est pour ça que, si vous voulez, je ne parle jamais de la France, je parle des élites du régime français. Je parle des élites politiques françaises, je ne parle jamais de la France en tant que telle. La France en tant que telle, c'est des camarades, des amis, des gens avec qui on a des échanges, c'est de grands intellectuels qui éclairent le monde, etc. Il y a pas une France, il y a des France, et vous me permettrez de ne pas choisir celle qui incarne la domination impérialiste, celle qui utilise effectivement, comme le dit Abdel Jalil, des chevaux légers de la trahison et de la duplicité pour essayer de porter atteinte à quoi? Porter atteinte à l'histoire d'un pays qui a vécu plus d'une tragédie. C'est vrai que on peut critiquer le régime pour avoir mis en prison ce sans-là. Effectivement, moi, je suis contre l'arrestation des écrivains, je suis contre l'embastillement des gens pour délit d'opinion,
Mais quand vous voyez les insultes qui sont proférées par ce personnage à l'endroit du peuple algérien, vous comprenez qu'en France aussi, il y a des lois mémorielles. Le régime en il quoi y a des lois. Non, non, il n'a Mais- pas attaqué le régime, monsieur. Il a attaqué le peuple algérien et l'histoire du peuple algérien. Et quand vous voyez qu'en France, je finis, il y a des lois mémorielles qui interdisent de remettre en cause un certain nombre de faits historiques avérés, eh bien, ces lois mémorielles en France, elles sont respectées. Elles ont valu à Garaudy un exil en Espagne. Elles ont valu très justement à Faurisson son exclusion du monde académique. Mais chez les autres aussi, il peut y avoir des lois mémorielles. Oui. Vous ne pouvez pas leur interdire d'avoir des lois mémorielles. C'est ce que vous admettez pour vous-même, tolérez-le pour d'autres. Je ne l'admets pas pour ma part. Oui, juste permettez-moi, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui insiste à me menacer, le cheval kabyle, s'il vous plaît, monsieur, parce que je suis mieux éduqué que vous, n'essayez pas de, vos menaces ne va rien changer pour moi. J'ai que de respect pour les Algériens, j'ai que de respect pour les Marocains, j'ai que de respect aussi pour l'humanité, et j'ai de respect aussi pour la mémoire de Jamel Ben Ismaïl. J'aimerais bien finir avec vous concernant les alliances. L'Algérie a réussi à tisser des autres alliances, des positionnements stratégiques avec la Russie, la Chine, l'Iran dans le cadre de ce Sud global. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de productif au niveau géostratégique pour l'Algérie? Parce qu'il y a cette tendance d'isoler l'Algérie, de déraciner l'Algérie, même des attaques menées par, je m'excuse, des régimes arabes de service, hein, comme l'Émirati, etc., qui est devenu un régime au service de l'État d'Israël, etc. Il va continuer à mener des attaques contre l'Algérie. Qu'est-ce que vous pensez, François Martin, au niveau géostratégique? Ben, je pense que, comme je l'ai déjà dit, je pense que l'Algérie se débrouille pas bien. La preuve, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans les BRICS. Elle est rentrée je dirais, dans la deuxième division de celle des associés aux BRICS, mais pas directement dans les BRICS. Donc ça, c'est quand même un signe du fait que, comme je le dis, son développement par rapport à son potentiel énorme politique au sein, enfin l'Algérie est quand même le pays, 2,5 millions de kilomètres carrés, 2,4 millions, et le géant de l'Afrique, et devrait être le géant de l'Afrique aujourd'hui, et ce pays n'arrive pas à rentrer dans les BRICS. C'est quand même extrêmement significatif, ça. Pour moi, ça veut dire que, quelque part, la transformation de l'économie, pour la raison que j'ai dit, c'est-à-dire qu'elle est encore sous la coupe d'un régime prédateur, cette transformation du régime et de l'économie n'a pas été considérée par les autres pays du Sud, pas par les méchants colonisateurs occidentaux, mais par les pays du Sud comme suffisant pour prouver la puissance. Et pour moi, c'est un échec. Et encore une fois, moi, je souhaite pas du tout que la France recolonise l'Algérie. Je souhaite que l'Algérie soit un grand pays membre des BRICS, mais je constate que c'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui fonctionne pas dans ce régime. Et d'ailleurs, Monsieur Omar le dit lui-même dans ses écrits. Donc, je pense que mon analyse est juste sur ce plan. Et c'est pas la faute de la France. Sur la critique du régime, nous l'avons faite. C'est un constat qui a été fait à plus d'une reprise. Je ne vais pas le refaire ici, c'est fastidieux. Mais je crois qu'il serait aujourd'hui, dans les conditions actuelles, totalement inopérant de réduire le régime à ses échecs. Il a commis de très graves erreurs, il a commis de très graves échecs, et il est responsable d'une partie effectivement de la situation qui est celle du pays, mais
Il n'est pas que cela. Il n'est pas que cela. L'Algérie, c'est vrai que pour une couche moyenne, vivre au Maroc ou en Tunisie, c'est plus agréable qu'en Algérie, mais pour les catégories les plus défavorisées, je vous prie de croire que la situation du peuple algérien est infiniment supérieure à celle des populations de ses voisins, hein, en termes de protection sanitaire, en termes de couverture sociale, en termes d'accès aux études. Donc, si vous voulez, il faut aller avec prudence dans la généralisation et la systématisation des analyses. Maintenant, pour en revenir à la question de Abdel Jalil, s'agissant des relations avec ces pays qui sont diabolisés par l'Occident, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Monsieur, ne dites pas qu'ils sont diabolisés par l'Occident. Dites qu'ils sont diabolisés par certains régimes et par certains dirigeants et par les dirigeants américains. Votre généralisation ne me semble pas pertinente. Je vous le concède tout à fait. Donc, il y a ces pays. Eh bien, moi, je pense que, encore une fois, les Algériens de ce régime, avec toutes leurs limites, continuent à observer ce qui a été un principe de politique internationale fondé par le FLN de la guerre de libération nationale, c'est le non-alignement. Je pense qu'il n'est dans l'intérêt de personne de prendre parti pour un camp contre un autre. Nous, en tant qu'Algériens, quel intérêt avons-nous à nous aliéner les Européens, les Américains? Aucun. Quel intérêt avons-nous à nous faire d'ennemis de la Chine ou de la Russie? Aucun. Donc je crois que ce qui compte, c'est de rester fidèle à ce principe de non-alignement, qui n'est pas un principe de neutralité, hein, qui est un principe de non-observance des instructions d'un centre politique dominant. On fait comme on veut, nous. Voilà. La lutte pour la souveraineté, nous avons payé un prix énorme à cette indépendance. Il faut que l'Algérie continue de la respecter et continue de faire entendre sa voix, même affaiblie, de manière autonome sur la scène internationale. Maintenant, oui, l'Algérie n'a pas rempli ses objectifs, n'a pas effectivement, aurait pu être beaucoup mieux. Je vous rappelle seulement que quand nous avons tenté de faire des réformes économiques et politiques en Algérie, un des pays qui s'est opposé à ces réformes politiques et économiques et qui nous a mis des bâtons dans les roues, c'est l'État français qui a soutenu les militaires putschistes. Donc, vous voyez, la situation est beaucoup moins binaire qu'elle peut apparaître. La situation est complexe. Elle nécessite une attitude mesurée et calme. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le régime est au pied du mur de ses échecs, au pied du mur de sa prise de conscience. Parce que je crois qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient dans une situation, qu'ils se trouvent dans une situation délicate. Ils ont la nécessité de renforcer le front intérieur et pour cela, il n'y a que la démocratie, l'ouverture vers la société qui peut l'imposer. Ils ont un besoin fondamental de redynamiser l'économie, mais pour libérer les énergies créatrices, pour libérer les initiatives, il faut un minimum d'état de droit, il faut avoir une justice indépendante, il faut avoir une armée professionnelle dégagée de la gestion politique pour espérer atteindre des objectifs de développement qui sont à la hauteur des espérances du peuple algérien. Ça, c'est, si vous voulez, la balle est dans le camp du régime. S'il continue à vouloir gérer de manière comme au temps du parti unique d'il y a 40 ou 50 ans, s'il pense qu'on peut encore gérer les sociétés de manière verticale et autoritaire, eh bien, je crois qu'il se prépare à des lendemains compliqués. Et nous ne souhaitons pas, tous les camarades avec qui nous échangeons régulièrement, aucun d'entre nous ne souhaite une évolution à la syrienne ou à la libyenne. Nous préférons de loin, infiniment, que les choses se passent de manière ordonnée, encadrée, calme, que l'on puisse avoir un minimum démocratique. On ne va pas demander la démocratie à la suédoise demain matin, mais que le régime assure une mue à la fois idéologique et démocratique à la hauteur des espérances du peuple algérien.
Merci infiniment, Mohamed Benterra. Merci infiniment, François Martin, pour ce dialogue démocratique respectueux. Merci. À la prochaine rencontre. Et comme on dit en algérien, vive l'Algérie. Merci. Vive la France, vive l'Algérie, vive la Tunisie, vive le Maroc, vive les peuples du monde entier. Voilà. Merci. Merci à vous. Avec de respect, de l'amour, d'échanges démocratiques, parce qu'on évoque souvent que les Arabes ne respectent pas la diversité, ne respectent pas la démocratie, etc. C'est pas la réalité. Lorsqu'on voit les intellectuels, l'histoire des intellectuels en Algérie, etc., rien que de richesse. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci à vous. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur Martin.